Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cours sur le chapitre 21, applications linéaires. Alors avant toute chose, j'aimerais faire un petit point sur ces chapitres concernant l'algèbre linéaire, donc l'étude des espaces vectoriels et des applications linéaires. Je sais que pour vous, c'est des chapitres qui sont abstraits, qui sont des choses très nouvelles, qui sont un peu déroutantes pour vous. Alors bon, même si progressivement on a fait une introduction, puis on est revenu après sur les espaces vectoriels, on commence à être quand même pas mal dans le bain. C'est un fait, c'est des chapitres un peu plus abstraits que les autres, et il faut faire avec, il faut l'accepter. En revanche, ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, et je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai plein de fois, en contrepartie, ces chapitres, c'est peut-être ceux où on vous demande le moins d'idées, le moins de technicité, etc. On peut tout à fait avoir de bonnes notes, réussir beaucoup de questions dans des exercices d'application linéaire, dans des exercices sur les espaces vectoriels, ou des parties entières de concours sur des espaces vectoriels, sur des applications linéaires, uniquement en connaissant rigoureusement son cours, ses définitions, en étant logique et en l'appliquant. C'est la contrepartie de chapitres un peu plus théoriques, un peu plus abstraits, c'est qu'on ne vous demande pas d'inventer des choses compliquées. On vous demande juste de connaître rigoureusement votre cours et de savoir l'appliquer. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ce qui fait que la plupart des choses qu'on va voir ensemble dans ce chapitre sont des savoir-faire extrêmement basiques. Démontrer qu'une application est linéaire, c'est une question qui se retrouve à peu près dans chaque sujet de concours, et c'est une question qui doit être réussie par tout le monde. Parce que énormément de copies vont réussir ça, et si vous le ratez, vous perdez des points par rapport à une grande partie des autres. Donc c'est vraiment des savoir-faire à identifier qui sont simples, et il s'agit juste d'appliquer ces définitions rigoureusement, ce qui vous demande d'être parfaitement rigoureux sur... c'est pas de l'à peu près, j'apprends ma définition entièrement, proprement, je suis rigoureux avec tous les quantificateurs qui apparaissent, et puis je me laisse guider. De définition en définition, vous allez voir qu'en fait, ce qu'on vous demande dans ces chapitres, c'est jamais des choses vraiment compliquées. On se laisse porter par le cours, par les définitions, et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on me demande, ça marche tout seul. Donc on va essayer de garder ça tout du long à l'esprit pendant qu'on déroule ce chapitre. Commençons. Alors des généralités et des premières définitions. Qu'est-ce qu'une application linéaire ? Eh bien c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, sans le dire comme ça. Depuis le début de l'année, on mentionne très souvent par linéarité de telle ou telle chose, par linéarité de la somme, par linéarité de la limite, de la dérivation, de l'intégrale, etc. Je rappelle ce que ça voulait dire, puisqu'on l'a dit et démontré à chaque fois. Si je prends l'exemple de la dérivée, eh bien, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée de lambda f, lambda étant un scalaire, c'est lambda fois la dérivée de f. Autrement dit, si on rassemble ces deux règles en une application linéaire, la dérivée par exemple, la dérivation, c'est quelque chose qui préserve les combinaisons linéaires. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici, pour tout couple de vecteurs, pour tout couple de scalaires. Si j'applique f à une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, lambda e plus mu v, j'obtiens la même combinaison, mais de f de u et de f de v. Donc elle préserve les combinaisons linéaires, j'aurais dû rajouter de deux vecteurs, mais on verra plus tard que si elle préserve les combinaisons de deux vecteurs, elle préserve toutes les combinaisons. Ok, on va faire quelques exemples tout de suite. Avant ça, juste de la notation, on note L de f, l'ensemble des applications linéaires dans f. Si E égale f, si l'espace de départ et d'arrivée sont le même, on va parler d'endomorphisme. Et on note, au lieu de noter L de EE, on note juste L de E pour faire plus simple. Des exemples fondamentaux d'applications linéaires, eh bien l'identité, je n'ai écrit rien, c'est évident. Remplacer f par l'identité là-dedans, vous vous demandez, à gauche il y a quoi ? Il y a écrit lambda u plus mu v. À droite il y a quoi ? Il y a lambda u plus mu v. Est-ce que lambda u plus mu v égale lambda u plus mu v ? Bien sûr. Et c'est vrai pour tout uv et pour tout lambda mu. Donc bien sûr l'identité est linéaire. L'application nulle l'est aussi. Si vous remplacez f par l'application nulle ici, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire ? Pour tout uv, pour tout lambda mu, est-ce que 0 égale 0 ? Oui. Donc l'application nulle est linéaire.
Un exemple qu'on va détailler, les homothéties, aussi appelées dilatation. Donc à un vecteur V, vous associez alpha fois V, alpha étant une constante. Géométriquement, il faut voir ça comme un zoom. Vous multipliez, disons, tous les vecteurs par 10. Donc vous zoomez d'un facteur 10. Si alpha égale 0,1, vous dézoomez d'un facteur 10. Vérifions. Donc, comme je vous l'ai dit, soyons très rigoureux sur notre définition. Il y a un pour tout UV, pour tout lambda mu. Et donc, je ne vous le dirai jamais assez, on commence par soit... Hop, soit UV de vecteur et lambda mu de scalaire. On vérifie, est-ce qu'il est vrai que H alpha, alors j'ai pas dit ce que c'était alpha, hein, soit alpha dans K, est-ce qu'il est vrai que H alpha de lambda U plus mu V, ça fait lambda H alpha de U plus mu H alpha de V, ben je vais calculer et je vais vérifier. J'applique ma définition, c'est quoi H alpha de lambda U plus mu V? Eh bien c'est alpha fois lambda U plus mu V. Et puis c'est les règles de calcul des espaces vectoriels qu'il faut connaître, qui me permettent de faire ça. Distributivité. Je reconnais. Alors, hop. Autre propriété des espaces vectoriels, hein. Je mets mes scalaires dans l'ordre que je veux. Lambda fois alpha U plus mu fois alpha V. Et je reconnais dans ces deux parenthèses H alpha de U à gauche et mu fois H alpha de V à droite. Donc ça marche. La définition est bien vérifiée. Je viens de prouver que cette phrase est vraie quand f égale h alpha, donc j'ai prouvé que h alpha est une application linéaire. Très bien. Deuxième exemple, les projections canoniques. Donc pour tout i entre 1 et n, pi c'est l'application qui a un vecteur associe tout simplement sa im coordonnée. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les fonctions coordonnées. Donc vérifions ça à côté. Soit i entre 1 et n, soit... Alors on va prendre deux vecteurs. Pour simplifier les notations, pour pas que ça prenne trop de place, je vais les noter en colonnes. Les vecteurs de k puissance n, on les note en ligne ou en colonne, comme on veut. C'est une identification qui est tout à fait acceptée, à condition d'être cohérent quand même dans votre travail. Vous n'allez pas sauter du coq à l'âne, vous n'allez pas faire un calcul où les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes d'une ligne à l'autre. Donc soyons cohérents. Donc dans tout cet exo, je vais écrire mes vecteurs en colonnes parce que ça prend moins de place. Donc je vais prendre un vecteur x que je note tout de suite x1 jusqu'à xn, et un vecteur y que je note tout de suite y1 jusqu'à yn. Et puis lambda mu de scalaire. Je vais calculer pi de lambda fois mon premier vecteur plus mu fois mon second vecteur. Encore une fois, maintenant c'est une question de règles de calcul dans les espaces vectoriels. Comment calculer lambda x1, etc., plus mu fois le vecteur y1, y2, etc. Il faut savoir multiplier un vecteur par un scalaire, et bien on sait le faire, ça se fait sur toutes les coordonnées, de part et d'autre, avec le lambda, avec le mu, et puis il faut savoir additionner des vecteurs. On sait faire, ça se fait coordonnée par coordonnée, le résultat est le suivant. Lambda x1 plus mu y1, etc., etc. Lambda xn plus mu yn. Ne négligez pas cette étape, énormément d'erreurs de calcul et de choses qui n'ont pas de sens sont écrites chaque jour dans les copies par des étudiants qui ont du mal à additionner de vecteurs. Donc faites ça proprement. Comme je vous le dis régulièrement, posez-vous à chaque ligne de calcul des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train d'additionner des vecteurs. Comment j'additionne des vecteurs? Etc., etc. Donc pi de ce grand vecteur-là, la im coordonnée de ce vecteur-là, c'est quoi? C'est lambda xi plus mu yi. Mais c'est quoi xi? Eh bien c'est la im coordonnée
de mon vecteur. Et pareil, yi, c'est la im coordonnée de mon vecteur. Donc, encore une fois, je viens de démontrer, j'applique pi à une combinaison linéaire et je retrouve la même combinaison linéaire des pi de x1, des pi de x, pi de y. Ça colle. J'ai démontré que tous les pi et tous les h alpha sont des applications linéaires. Pensez, on va le voir dans les exemples juste en bas, mais pensez, par exemple, l'intégrale, c'est linéaire, dérivation, etc. Bon, voilà d'autres exemples. Alors à quoi ça sert les applications linéaires? Pourquoi on fait une définition sur les applications linéaires? Vous allez voir qu'elles ont énormément de bonnes propriétés. Par exemple, une application linéaire envoie forcément le vecteur nul de E sur le vecteur nul de F. Aussi, pour tout vecteur et pour tout scalaire, elle transforme lambda U en lambda fois f de U. Quand vous parlez de la linéarité de la somme, c'est quelque chose que vous faites très souvent, quand vous sortez une constante, un scalaire, d'une somme. C'est précisément ce point que vous appliquez. Et petit 3, c'est juste la définition avec, en fait, au lieu de deux vecteurs, on met un nombre P, un nombre quelconque, fini de vecteurs, P vecteurs. F d'une certaine combinaison linéaire de P vecteurs, c'est la même combinaison linéaire des F de UI. Donc ça, c'est juste la définition avec P plus grand que 2. Preuve. Pourquoi F de 0E, c'est forcément 0F? Une bonne manière de faire. F de 0E, eh bien j'écris que 0E, c'est une fois lui-même plus une fois lui-même. Par la définition de la linéarité, ça c'est la... Par linéarité, j'obtiens une fois f de 0e plus une fois f de 0e, c'est-à-dire 2 fois f de 0e. Donc regardez, je viens de prouver que f de 0e égale 2 fois lui-même. J'ai plus qu'à soustraire f de 0e des deux côtés, et j'obtiens donc, j'obtiens ici rien, mais c'est quoi rien? C'est le rien de f, on est dans grand F ici, donc c'est le 0 de f, égale 2 fois f de 0e moins f de 0e, f de 0e. La preuve est terminée. Petit 2. Comment je prouve que pour tout u, pour tout lambda, f de lambda u, c'est lambda f de u? En fait, j'ai juste à appliquer la définition avec mu égale 0, tout simplement. Et puis v étant ce que vous voulez. F de lambda u, c'est f de lambda u plus 0v. Par linéarité, ça fait lambda f de u plus 0 f de v, c'est-à-dire lambda f de u. Et petit 3, en vue de ce que je vous ai dit, c'est clairement une récurrence qu'on va faire. Alors, on a la définition, c'est le cas pour p égale 2, mais c'est pas pour autant qu'on initialise à p égale 2, j'ai dit pour tout p dans n. Donc on va initialiser à p égale 0. Mais p égale 0, c'est le petit 1, regardez. Quand vous prenez p égale 0 là-dedans, vous avez une somme pour i allant de 1 à 0. C'est une somme vide. Vous avez f de 0 égale une autre somme vide, 0. C'est vrai. Donc pour p égale 0, ça marche. Pour p égale 1, en fait, il s'avère que c'est le petit 2. Et pour p égale 2, c'est la définition. Mais tout ça, on s'en moque. C'est juste pour vous montrer que c'est déjà bien parti. En tout cas, pour p égale 0, c'est vrai. L'initialisation est faite. Je vous laisse faire l'hérédité. On la débriefera en séance live. Écrivez-la proprement, prenez votre temps. Et puis essayez de voir comment passer de p vecteur à p plus 1 vecteur. Alors je vous donne quand même une petite indication. Cette somme de p plus 1 vecteur, séparez-la en deux. Vous mettez p vecteur d'un côté et vous isolez un vecteur de l'autre. Il ne restera plus qu'à appliquer la définition de la linéarité. Ok, allez, on arrive à un moment important, les exercices. Pourquoi je dis que c'est un moment particulièrement important? Parce que c'est là qu'on va travailler votre savoir-faire, démontrer qu'une application est linéaire. Savoir-faire ô combien important, je vous l'ai dit, vous aurez des questions de ce type dans chaque sujet de concours. C'est très 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 courant. Donc tous ces exercices, vous allez les faire en fait. Mais pour vous mettre dans le bain, je vais en faire un exercice, on va dire le 0 avec vous. Je vais en rajouter une. Je vais l'appeler F0, l'application de R2 dans R2, qui a XY associe X plus Y,
x moins y. Je vais montrer qu'elle est linéaire pour vous donner juste un peu, comme on l'a déjà fait au-dessus, pour vous mettre dans le bain, on va dire. Alors allons-y. Donc, ça veut dire quoi une application linéaire? Je connais ma définition par cœur. C'est pour tout UV de R2, pour tout lambda mu de K, en l'occurrence R, F0 de lambda U plus mu V doit être égal à lambda F0 de U plus mu F0 de V. Donc, je commence ma preuve par un soit U. Alors, ce U, c'est un vecteur de R2, hein, donc autant pas m'embêter, je vais l'appeler tout de suite x1, y1. Et puis un deuxième vecteur, je vais l'appeler x2, y2. Et mes deux scalaires, lambda mu. Je vais montrer que f0 de lambda fois le premier vecteur, plus mu fois le deuxième vecteur, égale, etc. Donc déjà, je vais le calculer. f0 de lambda fois mon premier vecteur, plus mu fois mon second vecteur. C'est quoi? Eh bien, c'est f0 de... Je calcule déjà ce vecteur. C'est ce qu'on a fait avant et c'est ce qu'on va refaire. On ne peut rien faire. Si vous regardez un peu où on en est, c'est ce que je vous ai dit en introduction, laissons-nous porter par nos définitions. Qu'est-ce que je peux faire dans ce calcul à ce stade? Je ne peux rien faire. Je sais appliquer f0 à un vecteur. Là, j'ai pas un vecteur, enfin j'ai un vecteur, mais je ne connais pas son expression. Il faudrait déjà que je le calcule. Quel est le vecteur que je suis en train de donner à f0? On n'a pas le choix, la seule chose à faire possible à ce stade, c'est de calculer ce vecteur. Donc c'est f0 de quoi? Eh bien je sais additionner des vecteurs, je sais multiplier des vecteurs par des scalaires. Lambda x1 plus mu x2. Lambda y1 plus mu y2. Et maintenant je sais appliquer ma définition. C'est quoi f0? Eh bien à xy, elle associe x plus y, virgule, x moins y. Mais qu'est-ce que x et qu'est-ce que y ici? Voilà votre x. Voilà votre y. Ça, c'est vraiment une question de variable muette, et c'est pour ça que je vous ai dit que vos difficultés en variable muette vont vous jouer de sérieux tours si vous ne les corrigez pas. Cette définition veut dire f0 de machin truc, c'est machin plus truc, machin moins truc. Qu'est-ce que machin ici? Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que truc ici? Eh bien, c'est ça. Donc on y va. Machin plus truc, c'est-à-dire lambda x1 plus mu x2, plus lambda y1 plus mu y2. C'est quoi machin moins truc? Lambda x1 plus mu x2, moins lambda y1 plus mu y2. J'aimerais que ce soit lambda fois quelque chose plus mu fois quelque chose, et que ces quelque chose soient les bons. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple regarder tout ce qu'il y a en face de lambda. Alors qu'est-ce qu'il y a en face de lambda? Lambda fois quoi? Factorisons par lambda, là où c'est possible. Et puis après on fera pareil pour mu. Eh bien j'ai du x1 et du y1. x1 plus y1. J'ai quoi? Ici j'ai lambda x1 moins y1. Ok, et puis qu'est-ce qui se passe avec les mu? Il faut que je rajoute plus tout ce qu'il y a en mu. Mu fois quoi? x2 plus y2. x2 moins, attention au signe, moins y2. Et puis maintenant, on débriefe, on regarde, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ce truc, c'est f0 de x1, y1? Est-ce que ce truc, c'est f0 de x2, y2? Eh bien oui, vous appliquez la définition et ça marche. C'est lambda fois f0 de x1, y1, plus mu fois f0 de x2, y2. Ça marche, l'application est bien linéaire. f0 de cette combinaison linéaire, c'est la même combinaison linéaire des f0 de x, f0 de y, de x1, y1, x2, y2. Ok, j'insiste une dernière fois. Voilà ce qui joue le rôle de... On va l'appeler machin. On va l'appeler truc. Machin plus truc. Machin moins truc.
Ok, c'est une question de variable muette, encore une fois. Il faut bien comprendre cette définition. Si vous comprenez cette définition, si vous comprenez le fait que x et y sont muettes, et que en fait c'est machin virgule truc, et que vous vous laissez porter par savoir calculer dans des espaces vectoriels, tout marche tout seul. Alors à vous de faire tout ça. Dans chacun de ces contextes, vous voyez, j'ai varié les contextes. Alors, pour la première, on reste dans du Rn, donc ça sera vraiment très proche de ça, vous n'avez qu'à adapter. Pour les autres, c'est juste qu'on varie le contexte des espaces vectoriels, donc à vous de faire attention à comment calculer avec des matrices, comment calculer avec des fonctions, avec des polynômes, etc. Donc, juste pour détailler un peu les exemples, j'aimerais bien parler de celui-là. Regardez, ce f4, c'est quoi? C'est la dérivation. Des polynômes, certes, mais c'est la dérivation. Donc vous allez montrer que la dérivation est linéaire. Ça va aller très vite, hein, c'est déjà dans le cours que la dérivation est linéaire. Donc, quand vous direz lambda p plus mu q, le tout prime, vous savez ce que ça fait. Donc il n'y a pas à donner trop de détails, n'hésitez pas à utiliser le cours déjà disponible. Pareil pour l'intégrale, hein. On sait que l'intégrale de lambda f plus mu g, c'est lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Donc il y a de la redite un peu dans certains de ces exercices par rapport au chapitre précédent, c'est voulu. Ok, on passe à la suite. Et puis on va un peu bien jouer aux poupées russes, on va faire des combinaisons linéaires d'applications linéaires. Pourquoi pas? Ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, c'est possible au sens où une combinaison linéaire d'applications linéaires reste linéaire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des applications linéaires, il est stable par combinaison linéaire. Mais comme il est inclus dans l'espace des fonctions tout court, et que l'application nulle est linéaire, on a nos 3 points qui forment la caractérisation des sous-espaces vectoriels, et on prouve, comme ça, facilement, que en fait, l'ensemble des applications linéaires de E dans F est un sous-espace de celui des applications tout court de E dans F. Donc vous irez voir le détail de la preuve, mais c'est exactement ce que je viens de dire à l'oral. Il y a inclusion, une application linéaire est bien une application tout court, l'application nulle est bien linéaire. Troisième point, stabilité par combinaison linéaire, à vous de regarder les détails et à bien lire ça. Allez, on termine avec cette première vidéo. J'ai pas envie d'en faire trop pour que la définition soit... qu'on passe beaucoup de temps sur la définition pour qu'elle soit bien assimilée. Il faut absolument, je me permets de remonter un peu, il faut absolument que ces exercices soient maîtrisés par tout le monde. Il y en a qui deviennent un peu plus durs, hein, parce que je sais que ça peut vous donner du mal d'écrire des combinaisons linéaires de fonctions, etc., des combinaisons linéaires de suites. Mais par exemple, les deux là doivent être absolument clairs pour absolument tout le monde. Donc je m'adresse particulièrement à ceux et celles d'entre vous qui n'interviennent pas beaucoup lors des séances live, quand je vous demande de préparer des questions. N'hésitez pas une seconde. Si vous avez du mal, il faut le dire. Il faut me demander de l'aide, il faut me demander des explications, et je vous en donnerai très volontiers. Ces deux exercices doivent être clairs. Il faut savoir démontrer que ces deux applications-là sont linéaires. Ça peut vous prendre du temps, bien sûr, hein, c'est la première fois que vous rencontrez ces choses, donc si vous n'y arrivez pas tout seul et qu'il faut passer du temps en séance live, c'est tout à fait normal. Donc on repassera dessus. Mais il faut absolument qu'à la fin de la séance live où on étudie ça, il faut que vous ayez compris et que vous sachiez refaire ces exos. Donc on y reviendra, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a des soucis. Donc je disais, je ne veux pas en dire trop aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on passe suffisamment de temps sur la définition, mais on va juste parler d'une notion supplémentaire, la notion de noyau. Donc le noyau d'une application linéaire, c'est un sous-espace important qui est relatif à cette application. Définition, soit f une application linéaire de E dans F, on appelle noyau. Et bien regardez cette définition, c'est tout simplement l'ensemble des antécédents du vecteur nul. C'est tous les vecteurs qui sont transformés en le vecteur nul. Pourquoi c'est important? Vous allez le voir dans les quelques prochaines minutes.
soit f une application linéaire. Déjà, première proposition, car f est un sous-espace de E. Ça c'est bien. Ça lui donne de bonnes propriétés. Démonstration, et bien déjà par définition, bien sûr, j'ai dit que car f, lisez ces choses en français, hein, ça c'est important, je vous l'ai aussi déjà dit, ne restez pas coincés dans des symboles, ça c'est une phrase en français qu'on doit lire et comprendre et qui doit être complète et claire. Car f égale l'ensemble des U appartenant à E tels que f de U égale 0. J'ai dit l'ensemble des U appartenant à E tels que, donc déjà c'est inclus dans E, par définition. Et ce par définition n'est pas un bluff, c'est pas un mot magique, c'est ici. Donc c'est vrai, par définition c'est inclus dans E. F de 0, E égale 0F, on l'a vu, c'est une propriété. Donc 0E appartient à car f. 0E vérifie cette propriété. Donc j'ai déjà mes deux premiers points, reste à vérifier la stabilité par combinaison linéaire. Donc je prends deux vecteurs dans car f, deux scalaires. Je veux montrer que la combinaison linéaire reste dans car f. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est la linéarité, regardez. F de lambda E plus mu V, et bien par linéarité, c'est lambda f de U plus mu f de V, mais tout ça fait 0. Lambda fois 0 plus mu fois 0, ça fait 0. Donc lambda U plus mu V appartient à car f, et ça achève la preuve. On a montré nos 3 points qui caractérisent les sous-espaces vectoriels. D'accord. Alors en pratique, comment on calcule ce sous-espace vectoriel? On reprend l'exemple de f1 dont je venais de parler justement, qui a x, y, z associe 2x moins z, virgule x plus y plus z. Ça veut dire quoi? X, y, z est transformé en le vecteur nul. Ça veut dire, bien, ça donne un système d'équations. Ça veut dire que ce 2x moins z est nul, mais aussi que ce x plus y plus z égale 0. Et regardez, c'est un système linéaire. Donc appartenir à un noyau, ça veut dire vérifier un système linéaire. On le résout. Et encore une fois, c'est pas du bluff quand je vous dis, la plupart des questions d'algèbre linéaire vous concernant se traduisent in fine par de la résolution de systèmes linéaires et donc par de l'échelonnement. C'est une procédure ô combien importante. Donc on échelonne, on résout, je vous laisse vérifier les calculs, refaites-les. C'est un calcul qu'on a fait très souvent, et puis surtout, on va en profiter pour appliquer notre méthode pour écrire ça directement comme un vecte. Donc, on vérifie bien, c'est vrai, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et j'ai même une base. Appartenir à car f, c'est pareil qu'appartenir à ce vecte, donc car f égale ce vecte, et comme c'est un vecte formé d'un seul vecteur non nul, j'ai même une base. Ce vecteur tout seul est une base de car f. Car f est la droite engendrée par ce vecteur en l'occurrence. Car f est la droite engendrée par 1 demi moins 3 demi, 1. On peut aussi, si on veut éviter les fractions, la droite engendrée par 1 demi moins 3 demi, 1, et la droite engendrée par son double, c'est la même. Donc aussi par 1 moins 3, 2, si vous voulez éviter les fractions. Ce qui peut être intéressant, pour avoir des calculs plus simples par la suite. Donc exercice, à vous d'imiter ce que j'ai fait là, avec juste une application avec un tout petit peu plus de calcul, c'est tout. Alors, avant de calculer son noyau, bien sûr, montrer qu'elle est linéaire. Ça n'a pas de sens de parler du noyau d'une application qui ne serait pas linéaire. Donc montrer qu'elle est linéaire, et puis calculer son noyau. Pareil, on débriefera ça en live. Ok, alors, on peut aussi parfois déterminer des noyaux sans s'embêter à faire des calculs. D'ailleurs, j'ai un peu menti en disant appartenir à un noyau, ça revient toujours à résoudre un système linéaire. Ça, c'est vrai en dimension finie. Mais en dimension infinie, vous pouvez moralement tomber sur, mettez des gros guillemets autour de ce que je dis, sur une infinité d'équations et une infinité d'inconnus. Ça, c'est pas un système linéaire. Ce qu'on appelle système linéaire, c'est notre définition du début d'année.
un certain nombre d'équations, un certain nombre d'inconnus, on sait échelonner, etc. Donc parfois aussi, et très souvent, et plutôt en dimension infinie, on peut raisonner directement. Par exemple, l'application de dérivation dans R crochet X, c'est une application linéaire, on l'a vu, enfin vous l'avez vu dans les exercices à faire. Et j'aimerais déterminer son noyau, c'est-à-dire l'ensemble des P, polynômes P, tels que P' égale 0. Eh bien, ne cherchons pas à faire des équations compliquées. P' égale 0, c'est quelque chose que vous savez résoudre tous depuis longtemps, depuis le lycée. Ça veut dire P égale une constante. Donc c'est vecte de 1. L'ensemble des polynômes constants. Ok ? Donc, avant de vous lancer dans des calculs de manière automatique, prenez quand même un peu le temps de réfléchir. Il se peut qu'on puisse trouver un noyau assez rapidement, directement, en réfléchissant un peu. Là, il n'y a pas vraiment de système linéaire. P' égale 0, on sait résoudre. Si c'était Rn de x, on pourrait écrire le système qui correspond à l'équation P' égale 0. Avec les coefficients, on pourrait résoudre et on retomberait sur les constantes. Mais ce serait perdre du temps. On sait résoudre P' égale 0 de tête. Ok, allez, un dernier exercice que vous allez faire. On prend K2 crochet X et on va montrer que l'application qui a un polynôme P associe X fois P' est une application linéaire. On va déterminer une base de son noyau de deux manières. Alors justement, on va comparer. Première manière, vous écrirez les coordonnées, vous ferez la résolution du système linéaire. Deuxième manière, vous ferez la résolution immédiate et directe de l'équation f de p égale 0. Celui-là vous demande un peu plus de travail, donc on le fera ensemble en live, mais n'hésitez pas à le regarder un peu. Et enfin, je vous donne juste un exemple d'utilité de la notion de noyau. Vous savez tous que montrer quelque chose est un sous-espace vectoriel de, disons par exemple R3, ça peut être un peu embêtant, parce qu'il faut écrire pas mal de choses, même si c'est très simple, j'insiste. Grâce à la notion de noyau, et comme on sait que les noyaux d'applications linéaires sont des sous-espaces, on pourra aller beaucoup plus vite. Donc, j'appelle ça une méthode à connaître, parce qu'elle est particulièrement utile, mais faut la maîtriser, et pas l'utiliser sans comprendre ce qu'on fait. Si vous voulez montrer que cette chose, ce f, l'ensemble des x, y, z de R3 tel que ces deux équations linéaires sont satisfaites, est un SEV de R3, comment vous pouvez procéder ? Eh bien, vérifier nos 3 points habituels, vous pouvez essayer de l'écrire comme un vecte, ce qui est plus efficace, et ce qu'on a fait lors des dernières séances. Mais si vous savez que l'application qui se cache derrière est linéaire, qui a x, y, z associe cette quantité, virgule cette quantité, eh bien grand F c'est son noyau, et donc c'est terminé. En tant que tel, c'est un sous-espace de R3. Bien sûr, toute la substance se cache ici. Toute la substance se cache dans le fait que cette application est linéaire. Donc là où on prendrait du temps à démontrer par exemple que ce machin est un SEV de R3, eh bien c'est à peu près le même travail qui se cacherait derrière montrer que petit f est linéaire. Mais, alors on va pas le faire tout de suite, mais quand on aura un peu plus d'expérience, quand on aura beaucoup manipulé les applications linéaires, on pourra un peu les reconnaître à l'œil nu. Et donc, dans certaines situations, on pourra se permettre de dire l'application linéaire f qui suit, sans le démontrer. C'est pas au programme pour tout de suite, on n'est pas du tout encore assez familiarisé avec les applications linéaires, donc il s'agit plutôt de le démontrer pour l'instant. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à terme, et peut-être surtout en deuxième année, vous allez reconnaître beaucoup plus vite les applications linéaires, et ce genre de méthode sera particulièrement efficace. Allez, on termine avec une dernière proposition, juste pour l'énoncer, on ne va pas beaucoup travailler avec pour l'instant, mais dès les prochaines séances, si. Pour une application linéaire, j'insiste sur le linéaire, être injectif, eh bien ça se vérifie de manière très simple, ça revient à ce que le noyau soit réduit au vecteur nul. Ok, démonstration.
C'est une équivalence de gauche à droite, supposons f injective, montrons que le noyau est l'espace nul. On va le faire par double inclusion. Inclusion de gauche à droite, inclusion de droite à gauche. De droite à gauche, l'inclusion est évidente, car le noyau est un sous-espace de E, donc 0E appartient toujours au noyau. Dans l'autre sens, eh bien, prenons U dans le noyau, et montrons que ça ne peut que être 0. Alors, soit U dans KRF, alors f de U égale 0f. C'est la définition du noyau. Mais on sait aussi que f de 0e égale 0f. Donc vous avez à la fois f de U égale 0f et f de 0e égale 0f. Je rappelle ce qu'est l'injectivité. Tout vecteur, à l'arrivée, a au plus un antécédent. Donc c'est que U et 0e sont la même chose. Donc on a démontré que KRF est inclus dans 0e. On a donc l'égalité recherchée. Implication de droite à gauche. Montrons que si le noyau est l'espace nul, alors f est injective. C'est quoi l'injectivité? Vous remarquerez que je ne réfléchis jamais là-dedans. Je ne fais que appliquer mes définitions. Je veux montrer cette implication de droite à gauche, donc je suppose ça. Je veux montrer qu'elle est injective. Que veut dire injective? Ça veut dire, si f de U égale f de V, alors U égale V. Donc je prends U et V, tel que f de U égale f de V. J'utilise ma définition. L'implication est linéaire, je ne l'ai pas encore utilisée, il va falloir l'utiliser. Par linéarité, f de U moins V égale 0f. L'étape intermédiaire, c'est f de U moins f de V égale 0. Je devrais l'écrire. f de U moins f de V égale, par linéarité, f de U moins V égale 0. Donc, par définition du noyau, U moins V appartient au noyau. Mais le noyau, c'est l'espace nul. Donc U moins V égale 0. Donc U égale V. Donc il y a injectivité. Voilà pour aujourd'hui. On a fait 3 pages et quelques, mais il y a beaucoup de nouvelles informations. Donc débriefez ça soigneusement. Préparez des questions, j'insiste. J'entends souvent les mêmes personnes qui posent des questions, et c'est très bien, je les en félicite. Ça fait vraiment avancer la classe. Mais j'aimerais bien entendre aussi ceux et celles d'entre vous qui se posent des questions et qui ne les posent pas, ou qui n'osent pas les poser. Vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut que vous ayez les idées claires. Donc je suis sûr que vous avez des questions, ça me paraît impossible que tout soit immédiatement clair pour qui que ce soit. Donc préparez les questions, posez-les. N'hésitez pas à m'envoyer sur le Discord par exemple des photos de vos brouillons, si vous bloquez sur les exercices, etc. Ok? Donc bon visionnage, bon revisionnage, bossez ce qui reste à bosser, et puis on se retrouve mercredi.